Alors, ce qui est intéressant quand même, et ce que je tiens à préciser, et puis on va m'étayer tout ça, c'est que on n'est plus sur on fait pas. On n'est plus en train de dire est-ce qu'on va passer à plus haut ou est-ce qu'on va pas le faire. Non, là on est passé sur une phase où maintenant se décide qu'est-ce qui va changer exactement. Parce que changer c'est obligatoire. Voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas en train de te dire là peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont en train de délimiter, en fait, de décider des nouvelles réglementations qui de toute façon vont voir le jour. Voilà. Ça c'est important. Camping-car de Marcel, donc le petit rapido, salon face-face, ça fait 11 ans, 11 ans qu'il est propriétaire de ce camping-car et il change tous les 15 ans. Lit à la française, avec la salle de bain qui est à côté, le grand frigo, et ici donc on a le porteur Fiat 130 chevaux. Et le lit pavillon. Et le lit pavillon, ah et tu as le lit pavillon aussi. Marcel, camping-cariste depuis 40 ans, mais pas que, tu vas comprendre après. 3e camping-car, c'est ça Marcel. Je suis devant chez Marcel et Jean-Louis. Mon rendez-vous, le rendez-vous dont je t'ai parlé. On va aller voir tout de suite, parce que Marcel est camping-cariste depuis 1981. 1981. Donc on va aller voir son camping-car et ensuite on va te parler de choses très intéressantes. Tu vas t'enrichir la cervelle. Si je le ferme avec l'alarme... Vidéo un petit peu longue, mais déterminante pour la suite de ton loisir, en fait, pour la continuité du plaisir que tu prends dans ton camping-car. Donc très très important de la regarder jusqu'au bout, de la partager, et puis de répondre à cette consultation dont tu auras les liens en description. Je te mettrai également l'adresse dans la vidéo, mais c'est plus simple de cliquer sur le lien. La description, tu te rappelles, c'est la petite flèche qui est en dessous de l'écran et pour te permettre de pouvoir répondre. Il faut le faire à partir d'une tablette, d'un ordinateur, parce que sur le téléviseur ça marche pas. Donc si éventuellement vous la trouvez pas, vous me mettez un petit message en commentaire et j'essaierai de vous mettre le lien direct pour cliquer et puis pour pouvoir répondre à cette consultation. Je te recommande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout, même si c'est un peu long, et de surtout la partager. Cette fois-ci, c'est vraiment important de la partager parce qu'au plus on aura de consultations, au plus les gens auront répondu à cette consultation, au plus on aura de poids et au plus on risque d'avoir les choses qui tournent en notre faveur et en ce qu'on a décidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui va suivre, tout est plus ou moins tracé, mais il y a encore des choses sur lesquelles on peut faire... changer, bouger les choses. Donc je te recommande vraiment de la regarder en entier. Tu vas collecter beaucoup d'informations et tu vas pouvoir te faire une idée précise de ce que va devenir le camping-car à l'avenir. Et c'est plutôt positif. La famille, comme tu le sais donc, on est en Belgique. On va te raconter tout ça. J'ai ces gens qui sont à côté de moi qui vont se présenter, Jean-Louis et Marcel. Et tu vas comprendre pourquoi je suis là. Et tu verras, tu vas avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo qui vont pouvoir te faire réfléchir à l'avenir de ton camping-car, de ce que tu peux faire avec ton camping-car, de ce qui va se passer. Ça va être très intéressant. Oui, eh bien, bon, merci de m'accueillir. En fait, voilà, je me présente, j'ai 78 ans et je fais du camping-car depuis plus de 40 ans. Disons au départ, c'est une idée que ma femme avait eue. Nous avions rejoint un club belge qui s'appelait le CCCB. C'était pas un hasard parce que le CCC, eh bien, c'était relié, ce nouveau club, à la famille des clubs français qui naissaient à l'époque, dans les années 70. L'idée est venue de constituer une fédération des CCC, une fédération européenne des CCC. Ici, je me présente en tant que membre de la FICM, parce que les clubs français donc de cette fédération européenne se sont réunis dans une fédération internationale des clubs de motorhome, puisque
La notion de motorhome, de camping-car, c'est la même chose. Aujourd'hui, la Fédération internationale des clubs de motorhome rassemble une dizaine de pays et plus d'une cinquantaine de clubs régionaux. Aujourd'hui, nous avons 2,5 millions de motorhomes, de camping-cars qui circulent sur les routes européennes. Sur ce parcours, eh bien, vous avez vu se constituer des aires de service un peu partout. Ces aires de service sont venues à l'initiative des clubs qui ont pris langue avec les municipalités pour les encourager à développer des aires où l'on puisse décharger les cassettes, prendre de l'eau fraîche, etc. Alors, personnellement, je suis mandaté par la FICM pour défendre les intérêts des camping-caristes au niveau des institutions européennes. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire débrouiller tous les problèmes réglementaires qui affectent la vie du camping-cariste. Alors Jean-Louis, tu fais quoi? Alors moi, je suis donc j'ai été recruté par Marcel l'année dernière. Je connais Marcel via une rencontre qu'on a fait dans un club belge lors d'une sortie à Port-sur-Saône, le festival international du folklore constitué, voilà. Constitué, hein, et si vous avez l'occasion de vous renseigner sur cette sortie, franchement, je vous la conseille. Et donc Marcel, il a besoin d'un coup de main pour ses vélos, je lui ai donné un coup de main, il m'a demandé mon adresse mail, je lui ai donné. Et puis Marcel a pris contact avec moi fin des vacances 2021 en me disant voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre contact avec les gens du Nord, est-ce que tu serais d'accord de reprendre la fonction? Ben, je ne parle pas aucune langue du Nord, je me débrouille en anglais, mais je me débrouille. Je suis quelqu'un qui je sais me débrouiller facilement. Donc j'ai accepté d'aider Marcel et je prends contact avec les moyens du bord, Google Translate et tout ça. Je prends contact avec les différentes institutions de camping-caristes, mais dans le Nord. Donc la Finlande, la Suède, le Norvège, la Norvège, le Danemark. Ce qu'on peut dire, c'est que tu es un peu le community manager de l'opération. Voilà, je suis en fait chargé des communications de la partie nord. Mais alors, ce que j'ai suggéré à Marcel, et c'est comme ça qu'on a pris contact avec toi, ce que j'ai suggéré à Marcel, c'est de prendre contact avec un youtubeur français en ce qui concerne justement cette consultation dont Marcel va vous parler parce qu'aujourd'hui, actuellement, il y a une consultation publique européenne sur les permis, sur la révision du permis B. Et il est très important d'en parler et de mettre ça en lumière parce que ça nous concerne tous. Il y a une date limite, oui, c'est le 20, mais Marcel va vous en dire plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marcel travaille depuis plus de 40 ans, donc il est camping-cariste depuis 42 ans, 41 ans exactement, 42, voilà, et François se confirme. Et donc, et il travaille depuis plus de 40 ans auprès des institutions européennes. Donc il connaît très bien comment fonctionne la commission, comment est-ce qu'on prend contact avec les commissaires, comment est-ce qu'il faut réagir et interréagir. Et ce gars ici, il a un mordant, un piquant, une ténacité dans le travail. C'est quelqu'un qui fait un travail dans l'ombre, parce qu'on n'entend jamais parler de ça. C'est en plus quelqu'un, d'après ce que je viens de comprendre, qui est quand même gratifié de plusieurs succès auprès de la communauté européenne. Des choses qu'il a mis en place qui sont dans d'autres domaines, mais qui sont des réussites en fait, qui ont fait vraiment avancer le schmilblick. Donc voilà pourquoi je suis là. Tout le monde pense que la Commission européenne, ça ne sert à rien, ça n'avance pas, parce qu'en fait, on ne voit pas réellement le progrès. Et quand il y a quelque chose, c'est tout de suite mis dans l'ombre, les médias n'en parlent jamais. Comme on ne parle pas de cette consultation. Tu as essayé d'intéresser des gens. Exactement. Et il n'y a personne qui veut en parler. J'ai essayé auprès de plusieurs, dont je ne citerai pas les noms, mais auprès de plusieurs youtubeurs différents. J'ai pas eu de retour. Le seul qui est revenu, c'est Pascal. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et il faut vraiment s'intéresser à cette consultation parce que ça nous concerne tous au niveau de notre futur. On parle de camping-car électrique. Mais comment voulez-vous qu'on ait un camping-car électrique avec du 3,5 tonnes? Comment est-ce qu'ils vont faire la magie? Ils n'y arrivent déjà pas maintenant à nous fournir
une charge utile, ils viennent avec des charges utiles de entre 100 kg et 250 kg maintenant, et on nous parle de mettre plus de 400, voire 500 kg de batterie. Facile. Pour avoir une autonomie de 400 km. Hein. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est là que Marcel, avec tous ses mails, avec toutes ses interventions, avec tout son acharnement, son travail acharné, c'est là que ça intervient, parce que lui, en fait, il fait bouger les choses. C'est clair. En premier lieu, naturellement, le permis du camping-cariste est extrêmement peu adapté à la réalité de terrain. La plupart des camping-caristes roulent avec un permis B qui plafonne leur véhicule à 3,5 tonnes. Et ça constitue un énorme problème. Nous nous battons là-dessus depuis plus de 20 ans parce qu'effectivement, nos véhicules sont lourds, ils sont chargés par leur ameublement, par leurs équipements. Et en plus, au moment où on part en vacances, on met les bagages et on s'aperçoit qu'on dépasse 3,5 tonnes ou qu'on dépasse la limite de poids imposée par la carte grise. C'est grave parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, dans toute une série de pays, les pénalités sont énormes, sont colossales et sont en fait justifiées par le fait que les poids lourds, naturellement, doivent être surveillés parce qu'ils détériorent les routes. Mais du fait que ces contrôles existent, nous sommes taxés, nous sommes frappés d'infractions au même titre que les routiers, dont les sociétés routières commerciales. Donc naturellement c'est injuste, c'est très injuste parce que nous achetons des véhicules qui dès le départ sont beaucoup trop lourds par rapport aux normes réglementaires et du permis B. Les vendeurs de motorhomes ne vous informent pas nécessairement correctement. En mars, il y a eu un atelier de travail avec les fonctionnaires de la commission qui nous a permis de comprendre qu'effectivement nous avions été entendus et le message des 4,5 tonnes est bien passé. Et naturellement maintenant, la question ce sera de convaincre le Parlement européen et le Conseil européen de la bonne appréciation, disons, de cette orientation. Nous avons donc deux gros dossiers. C'est le dossier des permis et c'est le dossier du stationnement, parce que vous savez que le stationnement est également un dossier extrêmement complexe en Europe et dans certains pays en particulier. La France aussi. En France, maintenant, ça commence à être très difficile aussi. Nous avons eu une opportunité d'intervention par une initiative extrêmement malheureuse que le gouvernement portugais a prise en 2020. Le gouvernement portugais a décrété que les camping-cars ne pouvaient plus stationner en dehors des aires réservées à ce sujet, réservées à leur attention, soit dans des campings, soit dans des espaces clos. Nous avons obtenu une audition particulière au niveau du Parlement portugais. Nous avons interpellé le Parlement portugais, tous les groupes politiques, et nous avons, à la demande de la Fédération portugaise qui fait partie de la FICM, et nous avons également interpellé le président de l'Union européenne, qui était à ce moment-là précisément le Premier ministre portugais, M. Costa. Nous l'avons interpellé dans sa fonction de président de l'Union, et nous lui avons bien fait comprendre qu'il n'était pas possible d'accepter une mesure pareille au niveau européen, que des mesures pareilles, nous devions absolument faire en sorte que les camping-caristes puissent assumer leur mission, qui est de découvrir l'Europe, de faire comprendre aussi ce qu'est l'Europe à leurs amis, à tous les camping-caristes qui découvrent l'Europe grâce aux camping-cars. Parce qu'effectivement, ils s'arrêtent partout, ils s'arrêtent là où personne ne s'arrête. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent dans les campagnes, ils s'arrêtent dans les petites villes, et ils permettent de nourrir un commerce local qui les accueille vraiment les bras ouverts, des fermes qui nous accueillent, des fermiers, des installations, des personnes privées qui nous accueillent sur leurs terres. En 2020, il y avait eu une première consultation publique sur la révision possible de la directive sur les permis de conduire. La Commission a subi plusieurs échecs dans cette tentative de nous suivre dans la demande que nous faisions. Et disons que des échecs, pourquoi? Parce que après avoir fait une proposition, mais le Parlement n'a pas suivi, le Conseil des ministres n'a pas suivi, etc.
En particulier avec un blocage du côté de la France. Et dans ces négociations qui sont extrêmement pénibles, extrêmement dures ici, pour arriver à réviser cette directive, la dernière directive de 2006, la 2006/126. Alors, le veto, si je peux me permettre une question... Il vient de la France. Mais à quel niveau, en fait? Il s'oppose à quoi, exactement? Eh bien, au moment où l'on dit, eh bien, il y a un paragraphe qui permet de relever le PTAC, le poids maximum du permis B pour certains véhicules. Eh bien, il y a des gens qui disent non. Et alors, je me suis retrouvé face à face avec la personne qui dit non. Donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Et c'est intervenu à l'occasion d'un atelier. Donc, la commission réunit à un certain moment les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent au dossier. La commission réunit ces personnes. 2-3 jours avant la réunion, je me suis dit, là, je ne peux pas y aller tout nu. J'envoie un position paper, une prise de position. C'est un délégué français, si je peux me permettre de te couper, qui a quelle fonction en France? Enfin, sans vouloir dire qui y est, mais est-ce qu'il est directement intéressé par le business du camping-car? Je veux dire qu'il est concerné en tant qu'autorité. En tant qu'autorité publique, il est concerné par le dossier. Il a pas, je veux dire... je me trouvais là dans un atelier avec une 50aine de représentations officielles, nationales. Dont des professionnels du camping-car, je suppose, des revendeurs, des fabricants, certainement. Non? Essentiellement. Quelque chose comme 55 représentations gouvernementales et d'institutions attitrées sur la question de sécurité routière, des instituts spéciaux, instituts universitaires, ceci, cela. Alors 2-3 constructeurs, dont Volkswagen, si je me souviens bien, Iveco, c'était bien, Ford également. C'est principalement des fabricants de châssis. Est-ce qu'il y avait... Ce sont des fabricants de châssis. Il n'y avait pas par exemple, de constructeurs camping-car, de cellules, enfin de camping-car entiers. Il y avait... Trigalo, par exemple. Non, mais il y avait le représentant des constructeurs européens de camping-car et d'autocaravanes. C'est donc la Fédération européenne des caravanes et autocaravanes. Parce que vous savez, ce sont les mêmes fabricants qui fabriquent des caravanes bien sûr. Donc ce sont ces gens-là qui étaient là. Donc c'est le secrétaire général de cette fédération, avec lequel maintenant j'ai eu le contact. Ce monsieur-là n'a rien dit. Il n'a rien dit à cette réunion. Il s'est tué, il n'a rien dit. Et nous avons dit le problème. Nous avons dit que c'était inadmissible. C'est clair. Que c'était absolument inadmissible. Et que les camping-caristes se trouvaient vraiment confrontés tout le temps, à disons, des choses qui étaient humiliantes. En vacances, sur la route, avec la famille, qu'on vous oblige à vider votre véhicule. C'est terrible. C'est terrible, évidemment. C'est terrible. Ouais. Donc, notre recommandation, c'est d'ailleurs commencer par vider l'eau, et puis vous videz les eaux usées, sous le nez des gendarmes. Bien sûr. Et puis vous leur demandez si vous devez vider votre cassette. C'est ça. Ben oui. Ah oui. Évidemment, en parlant dans un environnement aussi officiel de cette façon-là, vous pensez bien que ça fait des vagues. C'est clair, c'est clair. Et donc, je me suis fait insulter pratiquement par le délégué français, ce fonctionnaire, et donc un fonctionnaire représentant le ministère de l'Intérieur, puisque vous savez qu'en France, la sécurité routière est reliée au ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Ce n'est pas toujours comme ça ailleurs en Europe, mais en France c'est comme ça. Ce fonctionnaire a clairement dit dans un anglais parfait « There is no way back ». Ça veut dire on ne revient pas en arrière. Eh bien, rien que cette phrase-là m'a tenté. Et j'ai voulu chercher, j'ai voulu comprendre d'où on venait. Je me suis rendu compte que cette limite de 3,5 tonnes remonte à 1980. Parce qu'en 1980, vous avez eu la première directive européenne qui marquait une intention de la Commission et de l'Europe de s'intéresser au permis de conduire.
Et cette directive a repris la norme de la Convention de Genève de 1968. Tu vois, dans le contexte qui, elle, a été établie par les Nations Unies pour la région Europe. Donc en 1968, c'est un grand accord où l'on a réuni tous les pays de la région Europe, donc au-delà de ce qu'on a appelé ensuite l'Union européenne, la communauté européenne et puis l'Union européenne. Naturellement, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette idée des concepteurs de la Convention de 1968. Et j'ai compris que cela venait de la Convention de Vienne de 1949. Et en 1949, c'était naturellement après la guerre. Et vous pensez bien que tous les ponts étaient détruits, donc il y avait des mesures particulières. Je pouvais parfaitement comprendre que l'on ait dit, en 1949, eh bien, on va limiter le poids des utilisateurs de la voiture. Le monde de la voiture individuelle ne s'est développé finalement que dans les années 50. Mais on sentait bien dans les années 30 que ça venait. C'est sûr. Mais dans les années 50, on était en plein dedans. Exactement. Et donc, c'était raisonnable de dire que tous les ponts, effectivement, il y avait des limites. Et les routes aussi, il y avait des limites. Les 3,5 tonnes, c'était raisonnable. Mais aujourd'hui, j'ai quand même voulu savoir d'où venait cette idée de 3,5 tonnes. Et je me suis rendu compte que ça venait de la Convention de Paris, de 1926. Ouais, les charrettes à bras, là, alors. Et alors, en 1900, là, on monte aux charrettes à bras. Presque, mais on va bientôt y arriver. Et en 1926, effectivement, vous avez eu la Convention de Paris sur la sécurité routière, et qui avait un volet également sur la détermination des critères pour attribuer des permis de conduire. Et cette Convention de Paris parle très clairement d'une limite à 3,5 tonnes, justifiée pour des raisons de technologie de freinage. Et on a introduit également la notion de remorque de maximum 750 kg. Donc toute la symbolique du 3500 kg et 750 kg pour la remorque, mais cela remonte, à ce stade, je suis là, ça remonte à 1926. 1926, où la Convention de Paris se distingue des initiatives semblables qui avaient été prises dans les années 1900, 1910, 1911 aux États-Unis, où là le problème était tout autre, parce que c'était la conquête de l'Ouest, et donc il fallait que les véhicules puissent aller avec de gros chargements, et donc les tonnages sont complètement différents. Et là, on est au minimum à 12 tonnes pour les permis B, ce qui correspond à nos permis B, et on est au minimum à 36 000 livres, 36 000 livres, ça fait 12 tonnes. Le fonctionnaire que j'ai eu en face de moi est entré en fonction au ministère des Transports en 1979. Donc il a reçu comme cadeau de bienvenue, finalement, ce travail tout à fait nouveau qui était la directive européenne qu'il fallait implémenter. C'est pour ça qu'il ne veut pas trop la remettre en question. Alors il ne pouvait pas, en tant que nouvel élément dans le ministère, il ne pouvait pas naturellement remettre ça en question. Mais il a gardé mordicus cette ligne, sans voir qu'entre les voitures de 1980, qui étaient beaucoup plus légères que celles dont nous avons hérité dans les années 90 et dans les années 2000, et que les camping-cars, avec ce que représente un camping-car, sont encore tout différents. Quand vous voyez maintenant qu'une petite Peugeot 308 électrique joue dans les 2 tonnes, et qu'une Tesla 3, modèle 3, avec ses passagers, frise les 3 tonnes. Disons que le camping-car, mais c'est une brouette, et vous n'avez même pas la possibilité de prendre votre famille et votre sac de couchage. Excuse-moi de te couper. En 4,5 tonnes, là on parle de 4,5 tonnes. Est-ce que 4,5 tonnes aujourd'hui, c'est suffisant pour dire je vais utiliser un camping-car en tout électrique? On a à peu près discuté 3 heures pour ce sujet, et c'est forcément des choses qui ont été peut-être pas dites ou qui risquent d'être mal comprises. Je suis en train de faire des coupes et beaucoup de coupes, et je suis obligé de faire des petites rectifications par rapport à ce que Marcel me communique ensuite, qui pense avoir oublié. La remise en question du permis B aujourd'hui,
elle est actée, ça c'est certain. Donc on va avoir une révision du permis B. Cette consultation, comme tu l'as compris, tu le comprendras même avec la suite de la vidéo, tu y as accès en fait, tu peux y participer. Et c'est ça qui est important. Je voulais également préciser, on n'est pas sur 4 tonnes 5 affiché et clairement décidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 4 tonnes 5 pour les véhicules qui seraient comme on les a aujourd'hui, et on parle de 7 tonnes 5 pour les camping-cars électriques. On remet un petit peu plusieurs catégories en place, et ça pour le moment, c'est pas décidé. C'est tout ça qu'on est en train de décider. Marcel me disait que ce serait pour l'électrique, on serait plutôt sur 7 tonnes 5 pour les camping-cars. Et pour les camping-cars qui fonctionnent à l'énergie fossile, donc au diesel, bien là par contre, on serait sur 4 tonnes 5. Mais ça c'est pas encore décidé, ça viendra avec le temps, on en apprendra de plus en plus quand les mois vont passer. Cette consultation va aider la communauté européenne à prendre la décision, et ce sera une décision qui sera prise au niveau européen, pas seulement en France et pas seulement dans d'autres pays. C'est pour ça que c'était important, c'est très important d'en parler. Nous entrons dans cette problématique, et ça c'est le message naturellement que nous devons faire comprendre absolument, parce que c'est critique, c'est absolument critique, c'est urgent qu'au niveau décisionnel, au niveau le plus haut, qu'on le comprenne. Suite à l'aventure du Dieselgate de Volkswagen, on a décidé de tuer le diesel, alors que c'est une technologie que nous avions mis 15 ans en Europe à développer de manière à avoir des moteurs performants, de petits moteurs performants. Et nous avons fait cela en réponse à la crise pétrolière de 1973. Pour consommer moins, il faut consommer du gasoil. C'est clair. Et donc on a développé cette technologie-là. Nous avons les meilleures technologies de diesel au monde. Et nous tuons cette industrie qui fait vivre des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers de travailleurs en Europe. Et nous tuons délibérément, à l'heure actuelle, cette industrie et le travail de ces gens. Alors, ce qui est intéressant quand même, et ce que je tiens à préciser, et puis on va m'étayer tout ça, c'est que on n'est plus sur on fait pas. On n'est plus en train de dire est-ce qu'on va passer à plus haut ou est-ce qu'on va pas le faire. Non, là on est passé sur une phase où maintenant se décide qu'est-ce qui va changer exactement. Parce que changer c'est obligatoire. C'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas en train de te dire là peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont en train de délimiter, en fait, de décider des nouvelles réglementations qui de toute façon vont voir le jour. Voilà. Ça c'est important. Voilà. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que la dernière consultation qu'il y a eu, 2213 participants sur toute l'Europe. Quand on sait que vous êtes tous les 28 jours, là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous êtes 400 000, j'ai 400 000 vues, ce qui va paraître peut-être ridicule pour certains youtubeurs qui en font beaucoup plus, mais 400 000 vues tous les 28 jours. Donc, quand on dit qu'il y a 2200 consultations, il y a 2200 personnes qui ont répondu. Les gens ne le savaient pas. Mais non, les gens le savent. Les gens le savent. Si maintenant les gens suivent le lien que tu vas mettre dans la description pour aller faire la consultation européenne et pour aller justement exploser le plafond des statistiques, c'est ça. Que ça vienne de France ou que ça vienne de Finlande, peu importe, la majorité des pays, un plus grand nombre de pays a participé. Je crois que la dernière fois que j'ai vu, il y avait 681 participations et je pense qu'il y avait 16 ou 17 pays qui avaient participé, dont un Taïwanais. Ça m'a fait rire parce qu'un gars de Taïwan qui vient. Donc ici, le but de notre explication ici, pour faire court, c'est justement que nous tous ici, on participe à cette consultation. C'est la responsabilité de chacun. Pour faire exploser le plafond et pour justement faire comprendre à la Commission européenne. Ah ouais, mais là, les gens sont intervenus. Ouais. Là, il faut quand même on marque, nous sommes utilisateurs de motorhome et on voudrait une PATC. Vous marquez ce que vous voulez. Voilà. Il y en a qui mettent 7500, il y en a qui mettent 5000. Il faut réfléchir un petit peu, les batteries, tout ça, voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous êtes tous un peu responsables de ce qui va se passer bientôt. Si bien sûr vous décidez d'y participer, quoi. Cette consultation
Elle est déjà en cours depuis un mois. Elle se termine le 20 mai. Donc là, c'est jusqu'au 20 mai, hein, c'est ça que j'ai compris. Hein. Disons que ce sont des négociations qui globalement prennent une dizaine d'années. Et donc ici, nous sommes dans la dernière grande phase, qui est vraiment de tracer les contours de cette nouvelle réglementation. Cela veut dire qu'il faut déterminer des critères, et il faut écrire les textes. Et tous ces textes doivent être présentés tout prochainement au Parlement européen, donc à l'automne. Ils seront présentés au Parlement européen. Et là, le Parlement prend en général environ un an, avec un comité spécial, il y a un rapporteur, etc., qui vont réfléchir, et qui vont poser des questions, et qui vont encore nous rencontrer, etc. Et où on va devoir les convaincre et nous battre sur des amendements, probablement. Ça va être extrêmement dur. Mais nous avons l'assurance que pour 2023, disons qu'il y ait un vote de l'Europe sur ces textes. Et cela signifie qu'à ce moment-là, mise en place pour 2025. La mise en place au niveau des États, eh bien, ça prend encore un petit peu de temps, mais en général, les États maintenant entérinent les directives assez rapidement, et vous devez déjà savoir que la majorité des grandes réglementations qui vous concernent dans le pays où vous êtes, par votre nationalité, la plus grande partie de ces réglementations sont conçues, sont élaborées au niveau européen, avec la collaboration de votre État, de votre pays, et avec le vote de votre pays. Parce que tout ce qui est fait au niveau européen est fait avec l'accord de votre gouvernement. Bien sûr. Cette proposition de passer à 4,5 tonnes a été émise par la Commission, pas par les constructeurs, par personne d'autre, par la Commission. C'est intéressant, c'est un progrès. C'est clair. C'est un progrès. Alors que le questionnaire sur lequel ils interrogent les gens aujourd'hui avec la consultation, le questionnaire lui-même ne parle que de 4 tonnes 250. Et il est fourbe en plus. Et c'est un questionnaire extrêmement fourbe. Parce qu'il ne parle pas des camping-cars. Non. La question parle de 300 millions de permis européens. Je vois. De 300 millions de permis B, ça va de la petite voiture à la grosse camionnette. Mais alors ça, c'est le genre de truc qui va faire peur aux députés. Et si dans la proportion des répondants, mais vous avez naturellement 90% de camping-caristes et 3% ou 2%. C'est eux qui vont avoir le plus de poids dans la décision. C'est eux qui auront le plus de poids. La réalité des rapports de force. Vous avez plus de 12 800 groupes d'influence qui font du lobbying à Bruxelles. Et du veto. Avec plus de 30 000 personnes. Il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles et à Strasbourg qui travaillent tous les jours, toute l'année, pour influencer les autorités européennes. Si le citoyen ne fait rien, on se laisse manger. Mais on est complètement... On est dévoré. Mais en même temps, ce que Marcel m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est qu'il y a un énorme travail de fond à la Commission européenne, mais il n'y a personne qui est au courant. Et oui, c'est ça. Nous, on n'est pas au courant. Il n'y a personne qui sait. On n'en parle pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis content d'avoir fait la liaison entre toi et Marcel, parce que franchement, toi, tu es le youtubeur par ta communauté, tu vas faire probablement avancer les choses. Et Marcel, c'est le gars dans l'ombre. Bien sûr. C'est le gars qui va à la chasse et qui est au taquet tout le temps. Qui va au charbon. Je vous ai dit tout à l'heure que à cette fameuse réunion avec le fonctionnaire français, il y avait le représentant au secrétaire général de la Fédération des constructeurs qui n'a rien dit. C'est pas normal. Eh bien, figurez-vous que cette histoire de changer le PTAC pour les constructeurs, c'est l'un de leurs multiples problèmes qu'ils ont avec la Commission. Ils ont des tas d'autres problèmes à traiter. Bien sûr. Pour l'agrégation, l'homologation des véhicules, les règles d'homologation. Ils ont des véhicules transformés. Ils veulent pouvoir homologuer personnellement dans leurs installations des véhicules. Pourquoi ? Parce qu'ils font des petites séries. C'est pas comme les grandes séries des grands constructeurs. Donc ils veulent un règle particulier. Et ils doivent se battre pour ça. C'est sûr. Pour adapter les règles aérodynamiques de calcul. Imagine, Pascal, on te dit, on vient avec l'électrique,
il faut pousser, on va dire au minimum 150 kg de batterie dans ton camping-car. 150 kg, ça fait quoi comme autonomie? Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Tu fais 50 km. Moi, je trouve qu'il faudrait même les obliger à faire une autonomie de 500 km. Mais si tu les obliges à faire une autonomie de 500 km, ils doivent te pousser 500 kg de batterie. Même plus que ça. Même plus que ça. Je sais pas, mais voilà. Maintenant que les pions ont été avancés, les constructeurs, ils sont ravis. Ils disent, oui, on veut 4 tonnes 5, 4 tonnes... Non, on oublie 4 tonnes 2, 4 tonnes 5. Comme ça, nous sommes sûrs de pouvoir donner 250 kg de plus. Bien sûr. Aux utilisateurs. C'est clair. Et nous demandons... De faire des engins plus solides aussi. Et voilà, des engins plus solides. Avec un système de sécurité intégré. C'est ça. Des freins électriques. Un truc anti-effraction. Qu'on ait un truc qui soit sécure, que tu peux parquer un peu n'importe où sans devoir à l'affût de regarder, de voir le moindre gramme. et avoir peur pour ton camping-car. Grosso modo, en grand volet, on veut transférer tous les M1. Y compris ceux qui sont en C1 pour le moment, on veut les transférer en régime permis B. Mais dans les permis B, eh bien, il y a les voitures de tourisme classique, ça c'est les 300 millions moins X. Vous avez les motorhomes, camping-car, motorhome, bien sûr, qui sont, on va dire, les camping-cars petits et moyens, c'est 4 tonnes 5. Avec le même permis. C'est clair, on va devoir travailler dans le détail. Bien sûr. Mais en gros, l'idée c'est de dire, eh bien voilà, 4 tonnes 5, il n'y a pas de différence fondamentale entre conduire un 3 tonnes 5 et un 4 tonnes 5. Si le 4 tonnes 5 en plus a des freins électriques et a toute une série de choses sur le plan sécurité, qu'on n'avait pas avant, parce que maintenant on développe des technologies. Et si en plus ça permet de mettre les batteries en question, eh bien les constructeurs sont d'accord. Vous pouvez être sûr que suite à la réunion qu'il y a eu donc le 22 mars à la commission, eh bien que les constructeurs qui étaient présents, et l'un des constructeurs qui était là, c'était le patron de Carthago, le groupe Carthago, qui est un grand constructeur allemand, en effet, de gros véhicules. Mais ils font aussi des véhicules moyens et des compacts. Mais Carthago, donc, est sorti en disant « Oui, nous voulons 4 tonnes 5 ». Mais vous pouvez être sûr que ces gens-là ont dans leur tiroir déjà maintenant, ils ont les épures, ils ont tout ce qu'il faut faire, et ils sont prêts à sortir. Ils sont prêts à sortir l'année prochaine des véhicules. Bien sûr, qui vont s'adapter à une nouvelle réglementation. Et quand ces véhicules seront bien visibles sur le marché, ils en feront quelques-uns pour montrer dans les salons, mais ce sera pour la promulgation de la directive. Pour la plupart, ça existe déjà. Et là, nous aurons une concomitance entre les nouvelles réglementations et les nouveaux produits. C'est l'idéal, c'est ce que les constructeurs veulent, et c'est nous qui leur offrons la possibilité de faire ça. Si toute cette communauté veut agir, on mettra le lien là en bas de la vidéo ici, et tu auras le lien donc de cette consultation en description. Tu pourras recopier le lien sur la vidéo si toutefois tu ne trouves pas la description. C'est important donc d'y participer. Bien sûr. Parce que ça va décider des futures grandes lignes du nouveau permis de conduire. Ça va certainement influencer, parce qu'il faut reconnaître que si tu as 2000 personnes qui ont participé à une enquête, ou si tu en as 6000, 10 000, peu importe, même si on en avait 15 ou 20 000, je veux dire, tout le monde est concerné, ce serait sympa d'agir et de faire quelque chose, surtout que ça prend pas énormément de temps. Il faut exploser le plafond de la consultation, en fait. Il faut vraiment que ce soit un chiffre énorme. Il faut que ces gens se mobilisent. Le mot, c'est la mobilisation. Exactement. Il faut prendre votre destin en main, en fait. Il faut prendre votre destin en main, c'est vous qui avez l'initiative. Ce site de la commission, c'est un site qu'ils ont mis des années pour élaborer et pour faire grandir et pour arriver à atteindre le citoyen. Et voilà. Donc ils sont demandeurs. Malgré tout, ils sont pas très habiles à le faire parce que on est au courant de rien. Ils font pas de publicité. C'est ça le problème. Mais il y a des milliers de consultations sur plein de sujets intéressants, fondamentaux, mais dont les gens n'ont pas connaissance parce que la presse n'en parle pas. C'est clair. Il y avait un autre sujet qu'on va traiter brièvement parce que sinon la vidéo elle va durer 3 jours. Le stationnement.
Voilà, le combat Le pour combat le stationnement dont Marcel... au niveau européen. Au niveau européen. Et là, je peux vous garantir qu'il bouge, le gars. Hein. Il bouge. Hein. Alors, le combat pour le stationnement est un combat absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que nous sommes passés de quelques dizaines de milliers de camping-cars dans les années 70-80 à 2,5 millions aujourd'hui. Nous avons dû annoncer à la Commission qu'il avait ignoré jusque-là, c'est que nous étions maintenant 2,5 millions, que ce n'était plus un phénomène émergent et que c'était un phénomène qui allait s'inscrire dans la durée et s'amplifier. Bah oui. La meilleure preuve, c'est l'épisode de pandémie où nous voyons une croissance phénoménale. Et alors là, qu'est-ce que concrètement ce qui se passe, c'est que le Portugal avait pris une mesure réglementaire que nous avons immédiatement dénoncée à la demande sur invitation de la Fédération française, la Fédération portugaise des autocaravanes. Donc nous avons déposé plainte et nous avons obtenu un nouveau débat au niveau du Parlement européen, du Parlement portugais, pardon. Et au sortir de cette audition, eh bien, assez rapidement, le Parlement portugais a pondu, le gouvernement a pondu une autre réglementation, en fait beaucoup plus sévère. Et la réglementation dit, mais d'accord, vous pourriez rester plus de 48 heures dans une même commune du Portugal, à condition de vous préinscrire sur un site web pour la géolocalisation. Pour nous permettre de vous suivre par géolocalisation et de vous tomber dessus. Alors, super. Naturellement, là, disons que en tant que FICM et pour la défense, disons, des camping-garistes européens, nous refusons fondamentalement cette idée. Tu refuses, parce que tu as monté au credo. Ah oui, d'accord. Je suis monté au credo, mais à la demande. Ouais, et là, aujourd'hui, ça en est où ? Alors, c'est simple, c'est que donc, notre première procédure s'est trouvée donc, dans laquelle nous avons entamé la négociation écrite, par écrit, avec les autorités européennes. Ce qui s'est alors passé, c'est que dès le mois d'août, dès le 25 août 2021, nouveau décret portugais, donc avec cette géolocalisation. Nous sommes sur un problème de protection des données privées. Ah oui, bien sûr. Géolocalisation. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe avec tout ça. Avec le Covid. Ils ont remarqué qu'avec le Covid, ça ne marchait pas. Partout en Europe, dans tous les pays européens. C'est pas bon. Alors j'ai utilisé naturellement l'argument de cette expérience-là pour dire que bon, les populations ne peuvent pas accepter ça. Vous le voyez bien. Les parlements nationaux non plus ne peuvent pas. Etc. Et là, c'est toujours d'actualité, ça, au Portugal. Alors oui, absolument. Et en fait, nous avons immédiatement, donc dès le 27, le dépôt de la deuxième plainte, c'est une plainte pour infraction. Le droit de donner sur les données. La charte fondamentale. Bien sûr. La charte des droits fondamentaux. Là aujourd'hui, c'est européenne des droits fondamentaux. Aujourd'hui, c'est en stand-by en fait. Là, pour le moment, ils ont ce décret toujours. Et situation de fait. Il y a une plainte qui a été déposée. Bien sûr. C'est tout. Maintenant, le fait que cette plainte soit rejetée, mais pour moi, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Parce qu'entre-temps, les choses bougent. Entre-temps, ce que nous avons obtenu, en Belgique en particulier, parce que ça fait des années maintenant que je dis, par des rapports européens, je dis qu'en Belgique, par exemple, on ne connaît pas les aires de stationnement, il n'y a pas des aires de service, il n'y en a pas, il n'y a rien de valable. Il y en a, maintenant, il y a certaines communes qui commencent à développer. Mais, à force de le dire, et dans des rapports qui sont finalement lus par les autorités belges, qui consultent les textes européens, nous avons décroché, par l'intermédiaire nous avons une ligue francophone des utilisateurs de motorons, et celle-là est en relation avec les autorités belges, et avec la région wallonne maintenant, il y a un programme d'investissement. D'accord. Et la région wallonne, avec des fonds européens, la région wallonne va financer 80% de l'investissement pour 20 nouvelles aires de service, rien qu'en Wallonie. Et donc je vais pouvoir dire, eh bien maintenant, à partir de maintenant, nous allons pouvoir mettre des aires de service aux abords de Bruxelles, et nous allons permettre
aux visiteurs européens de venir découvrir ce que c'est que la réalité européenne. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que les camping-cars là, qui datent de 2004, 2005 et tout ça, à Bruxelles, ils peuvent y aller. Les euro 1, euro 2. À Bruxelles, ils peuvent y aller. Alors que normalement, c'est d'une zone. Mais c'est pas pour les camping-cars. Les camping-cars, ils ont une force, un statut particulier. Un statut particulier. Et c'est ça qu'il faut se battre pour avoir au niveau de l'Europe. Et oui, parce qu'en France, c'est pas le cas, je pense. Eh bien, justement. C'est ça. Justement. Donc, il y a des exemples à échanger. En Belgique, à Bruxelles, nous avons obtenu effectivement une dérogation pour les camping-cars. Qui n'est pas limitée dans le temps et se réserve que de l'évolution de la réglementation. De 5 ans. D'accord. Les camping-cars, même très vieux, peuvent circuler à Bruxelles. Alors que c'est une zone qui est un peu ce qui correspond à une ZFE chez nous en France. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi ces gens se battent aujourd'hui. Ils se battent pour vous, hein, un petit peu quand même. Surtout Marcel. Et dans l'ombre. Donc, en invoquant la charte fondamentale, la charte européenne des droits fondamentaux, qui a été signée à Lisbonne, mais en au même Portugal temps, en plus. Mais en citant le texte et en citant l'endroit où ça a été signé, et que c'est le pays en question qui fait cette histoire-là, eh bien, disons, ce sont tout de même des éléments importants. En parlant de Bruxelles, tu peux pas débouler avec ton camping-car à Bruxelles sans avoir fait la demande d'autorisation préalable. Hein. Voilà, ça c'était. Voilà. Il fallait préciser. Une demande au préalable, sur le site, tu vas mettre le lien dans la description. Attention à ce qu'on dit, que vous vous débrouillez pas comme ça là-bas tous à Bruxelles et puis que vous faites. Mais c'est lui qui me l'a dit, et puis voilà, il faut faire une demande au préalable. Alors, je voulais qu'on conclue, parce que bon, il va falloir qu'on conclue. Sinon, voilà. Aujourd'hui. Alors, on a bien compris un petit peu les enjeux et ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je voudrais maintenant vous poser comme question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut acheter un camping-car, en fait? Est-ce que, avec tout ce que tu maîtrises et avec tout ce que vous connaissez, est-ce qu'on peut dire à lui qui est derrière sa caméra, vas-y sans problème, ça va changer, t'inquiète pas? Écoutez, je vais être à la fois... disons, optimiste, concret, et cynique. Parce que nous devons être cyniques. Si je vous dis que ces nouvelles réglementations seront d'application en 2024, et que votre camping-car peut encore tenir un peu, tenez le coup, vous aurez de superbes choses. En neuf. Ok. Si vous avez un vieux camping-car et que vous vous dites, bon voilà, ma charge utile elle n'est pas terrible, je pourrais bien mettre des batteries supplémentaires, mais j'ai pas la possibilité. Mais vous attendez un tout petit peu. Et si votre camping-car n'est pas trop vieux, eh bien patientez. Vous tiendrez votre camping-car 15-20 ans et vous mettrez simplement des batteries supplémentaires. Il y a aussi les batteries, il n'y a pas seulement les batteries, il y a l'autonomie aussi en ville, des choses comme ça, donc c'est plus complexe que ça. On va dire. Et alors maintenant, si vous pouvez encore attendre, oui c'est ça, si vous pouvez attendre 4 ans, pas de problème, 2024, pas de problème, vous attendez. Et si... Oui, c'est ça. Et vous faites pression sur les constructeurs, ils ne vendront plus rien. Ils par exemple... Ils ne vendront plus rien, et ils vont se battre alors aussi pour que avec ça nous, marche. bien sûr. Et alors, on va dire, aujourd'hui par exemple, je veux m'acheter un camping-car là. Aujourd'hui, d'un camping-car, avec les tarifs qui augmentent en plus, en 3 tonnes 5, par exemple un Fleurette, qui vaut aujourd'hui 115 120 000 euros pour un véhicule 4 places carte grise, 400 et quelques kilos de charge utile, lisse centrale, etc. Est-ce que aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter un véhicule comme ça par rapport à la conjoncture, je ne vais pas juger le véhicule, juste de dire, est-ce que c'est judicieux d'acheter un véhicule neuf à ce prix aujourd'hui? Ça dépend. Qui serait entre 35 par exemple. Ce qui peut arriver, c'est que si on a une dérogation, parce que la négociation c'est d'avoir une PATC plus haute, mais ce qui est possible aussi, c'est qu'ils donnent des dérogations. Donc ils disent par exemple, ok, voilà les campings qui datent avant 2024, on leur montre la PATC en fonction de possibilités du PV des mines. Voilà. Mais un véhicule par exemple comme un Rapido
qui fait 3 tonnes 1825 Ouais, kilos, ouais. par exemple, ben lui, il a deux PTAC. Il a le PTAC à 3005 ou le PTAC à 3825. Lui, de toute façon, il ne pourra pas arriver à Ah non, 45. il ne pourra pas. Voilà. Lui, il sera. De toute façon, vous êtes lui, il va limité. rester. Vous êtes limité de toute façon par la Par nature le- du châssis, C'est ça. par le Ouais, par le PVL, châssis. bon, etc. Donc il y a des gens en fait qui seront pas vraiment concernés Mais par vous cette avez- augmentation. mais vous avez des véhicules. Mais par contre, il y a deux autres cas de figure. Celui qui a un véhicule qui a été homologué 3 tonnes 8, 3 tonnes 850, et pour lequel il roule naturellement avec un permis C1. Bien sûr. Il a un permis, ça veut dire Bien qu'il a sûr. un permis C1 au minimum. Mhm. Et bien lui, éventuellement, au moment du renouvellement de son permis C1, et pareil, il pourra se dire, eh bien voilà, je laisse tomber. Il ne sera pas obligé de repasser les visites médicales. Voilà, je exactement. me contenterai- Il pourra aller au-delà de Je me contenterai de mon 71 permis ans. B. Il pourra conduire son véhicule avec son permis B sans avoir à faire les visites poids lourds. L'histoire des 305, ça date de Mathusalem, quoi. On Eh est oui, en eh oui. on est en 2022. On est accroché à des trucs qui Alors, datent de Louis XIV. Ce qui tu vois. serait bien, et moi je l'ai soumis à Marcel, et je pense que Marcel va le soumettre aussi, Mais si- c'est qu'on ne reste pas sur une décision définitive. C'est ça. Donc on Il faut revoit le permis maintenant. Il faut qu'en On fonction revoit. des paramètres, Mais on en change. fonction des paramètres, si dans 10 ans ou dans 15 Il faut ans, revoir, on on doit revoit. revoir, eh bien, on doit avoir la possibilité de le revoir, C'est le exactement permis. ça. C'est Pas exactement rester ça. sur quelque Tout à chose fait. de fixe. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez sur le site de la Fédération française des camping-cars, la FAC. On mettra tous les liens Hein, en description. Vous avez une page actualité FICM Mhm. où, lors de l'Assemblée générale d'automne que nous avons eue en novembre, nous avons présenté notre plan stratégique, nous avons Mhm. présenté, différents textes Mhm. qui sont des textes d'une page, deux D'accord. pages, qui résument l'ensemble du processus. C'est facile à lire, ça prend quelques minutes. Mais surtout, nous avons montré exactement ce que nous avons demandé. Mhm. Ce que nous avons demandé, Tout là, il y a des tout sera en transparents. description. Il y a des transparents. Nous avons montré ce que nous avons demandé pour les différentes grades, Mhm. disons, en permis B, etc. Et surtout, nous avons dit, eh bien voilà, maintenant, c'est la consultation qui vient d'avoir lieu en mai. La France avait 1% des réponses, des répondants, ouais. 1% des Ça, c'est contributions, c'était la dramatique. France. Ouais. Donc la France n'avait absolument pas répondu. Mhm. Sur 2200, 1%. 1%. Et ici, j'ai le plaisir de vous Travail. dire que la France se trouve en deuxième ou troisième D'accord. position. C'est Bien. ça. Donc, Oui. ils ont On va bien- améliorer ça. ils ont On va la bien faire démarré. monter en premier. Mais si maintenant vous nous donnez un petit coup de pouce avec tous Ben vos voilà. amis, je suis sûr que nous allons crever les plafonds. Vous savez que C'est ça j'ai une grande communauté en Belgique aussi. Hein, qui Ouais, me suit aussi, hein. c'est bien. Ça, Voilà, c'est bien. donc Voilà. la famille, on va en rester là parce que là, Ouais, déjà, il y a c'est un 2 peu heures de long. film que je C'est vais un devoir peu long. condenser en 45 minutes à peu près. Donc on va faire la conclusion maintenant. Je pense que tu as bien compris les enjeux de ma présence ici et puis de ce Et de ce qu'on qui se veut- passe en ce et moment. de ce qui se passe. Oui. On est sur une charnière vraiment et il faut agir. Voilà, on te tiendra au courant de toute façon de la suite puisque nous on restera en contact Un petit et de like. temps en temps je te donnerai Un petit like, abonne-toi. like. Là tu peux pas faire autrement que de t'abonner. Voilà, un petit like et la PATC que vous souhaitez. Si vous souhaitez 5 tonnes, vous mettez un petit Mettez-le en like. commentaire, 5 tonnes. ça c'est pas mal. Si vous mettez 3 tonnes et demi, vous mettez 3 tonnes et demi. Chacun met le tonnage C'est ça, qu'il veut. c'est ça. Je vous dis, les Allemands, ils préconisent 7 tonnes et demi 7,5. pour les permis M1 et spécialement pour les motorhomistes. Donc pour les camping-caristes, 7 tonnes et demi. Dans les commentaires, vous nous Donc, mettez ce que là, vous voulez, mais ça ne vous voilà. empêche pas de faire Voilà. la réponse, la consultation, hein, de répondre à la consultation. Je pense que ce que l'on peut viser, c'est de passer le 7 tonnes 5 en permis B. Oui, Mais Pour les avec camping-caristes. avec un grade. voilà. Avec différent. éventuellement Avec- quelques heures de avec conduite. Des éléments ou- de formation. Avec Des éléments de formation, voilà. Voilà. Un peu comme on le fait dans le permis moto aujourd'hui. Voilà. Tu passes ton permis moto, tu peux conduire cinquantaine de chevaux, et après tu as quelques heures en plus pour pouvoir passer au gros cul. C'est un peu pareil. Voilà. On va vous laisser là. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, et à tout bientôt. Et de toute façon, on te tiendra au courant régulièrement. Tu as jusqu'au 20 mai, hein, on te l'a dit, pour répondre à la consultation, c'est jusqu'au 20 mai. Mais de toute façon, on reviendra avec des infos régulièrement là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet vraiment qui est central pour nous, camping-caristes, et voilà, et dans le VDL en général, de toute façon.
Un tout grand merci, Pascal. Eh ben écoutez, merci à vous de m'avoir reçu et puis à tout bientôt. J'ai pas voulu faire. T'as compris ce qu'il te reste à faire? Les liens sont dans la description, donc l'appel à consultation, il faut y répondre. Au plus on est de camping-cariste, au plus on aura de poids et au plus on va pouvoir faire passer nos idées. Pas que pour cette consultation-là. À partir du moment où il commence à y avoir beaucoup de gens qui pratiquent le camping-car qui répondent, ça pèse au niveau de la communauté européenne forcément. Donc les liens dans la description, si toutefois t'avais du mal à trouver la description, eh bien tu m'envoies un petit message sous cette vidéo et j'essaierai de t'envoyer le lien dans la question que tu m'auras posée. Voilà. À tout bientôt. Je te dis peut-être un mardi ou un mercredi. Demain, aujourd'hui, en fait cet après-midi, je serai certainement sur la route en train de redescendre vers Charolles. Et une nouvelle semaine commence. Ciao, ciao, à tout bientôt.